Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de la fécondation. Mais la fécondation, c'est quoi exactement? C'est la fusion de deux gamètes haploïdes à 1 N ADN qui aboutit à la formation d'un zygote, cellule diploïde à 2 N ADN, totipotente, qui pourra donner un individu entier ainsi que les annexes embryonnaires. C'est un phénomène progressif qui passe par différentes étapes. En premier, nous avons la gamétogenèse, puis la maturation gamétique, l'étape de fécondation à proprement dite, et enfin l'activation ovocytaire. Dans un premier temps, nous allons parler de la gamétogenèse. La gamétogenèse masculine est appelée spermatogenèse. La production des spermatozoïdes, ou gamètes mâles, se passe dans les tubes séminifères des testicules et dure 74 jours. Cette durée est identique chez tous les individus masculins. Ensuite, les spermatozoïdes sont repris par le rététestis, puis les cônes efférents, et enfin le canal de l'épididyme, où il reste 10 jours en moyenne, mais cette durée varie en fonction de la fréquence des éjaculations. L'épididyme est un long canal de 6 mètres environ qui sert à la maturation des spermatozoïdes. On appelle cette maturation épididymaire la spermiogenèse. À son entrée, les spermatozoïdes sont immobiles et non fécondants. À sa sortie, ils sont toujours non fécondants car leur aptitude de fixation à la zone pellucide de l'ovocyte est réprimée, mais ils ont acquis une mobilité progressive qui se caractérise par une faible amplitude du mouvement de la tête, ce qui engendre une trajectoire assez rectiligne. Le spermatozoïde y subit des modifications membranaires. Il acquiert des molécules de reconnaissance et de fixation à la zone pellucide, mais ces protéines sont masquées à la sortie de l'épididyme pour ne pas que le spermatozoïde ne tente de féconder tout ce qu'il rencontre. Il y a également une réorganisation des lipides membranaires afin de rendre la membrane plus stable et donc moins vulnérable durant le transport. L'épididyme permet la maturation des spermatozoïdes, mais également leur résorption car le testicule produit des gamètes de manière continue. La résorption se fait de manière non sélective, c'est-à-dire que les jeunes spermatozoïdes ont autant de chances d'être résorbés que les vieux, ce qui fait que diminution de la fréquence des éjaculats engendre un sperme de mauvaise qualité. Lors de l'éjaculation, on a la formation de sperme de manière extemporanée, c'est-à-dire qu'il se forme sur le moment même. Le sperme résulte du mélange du liquide séminal et des spermatozoïdes. C'est un environnement néfaste pour la survie des spermatozoïdes car l'acidité du liquide séminal engendre un stress oxydatif et abîme donc la membrane des gamètes. Arrivés dans la cavité vaginale, les gamètes quittent le plus rapidement possible cet environnement hostile, le pH du vagin étant trop acide pour eux. Ils se dirigent donc vers le mucus cervical ou glaire cervicale qui a un pH plus basique. La maturation des spermatozoïdes ne se termine que dans les voies génitales féminines au contact du complexe cumulo-ovocytaire. Le complexe cumulo-ovocytaire, c'est quoi? C'est tout simplement l'ovocyte post-ovulatoire qui est encore entouré des cellules folliculeuses. En arrivant dans les voies génitales féminines, le spermatozoïde va subir la capacitation. C'est la première étape de l'acquisition du pouvoir fécondant. Ce phénomène se produit dans les sécrétions tubaires, au contact du complexe cumulo-ovocytaire. Les spermatozoïdes sont attirés par le liquide tubaire, par le chymotactisme, et par la progestérone du complexe cumulo-ovocytaire. L'activité hyaluronidase de la membrane externe du spermatozoïde facilite le passage à travers le cumulus. La capacitation consiste en des modifications membranaires et de mouvement. Au niveau de la membrane, on a le démasquage des sites de fixation à la zone pellucide ainsi qu'une redistribution des protéines de structure de la membrane, ce qui aboutit à une membrane instable. On a également un remaniement des chaînes oligosaccharidiques qui interviennent dans les relations avec les enveloppes de l'ovocyte. Le spermatozoïde acquiert également un mouvement hyperactif, c'est-à-dire qu'il va faire des zigzags pour augmenter ses chances de collision avec l'ovocyte. Nous allons à présent aborder la gamétogenèse féminine. La production des gamètes femelles se nomme ovogenèse ou encore folliculogenèse. La réserve ovarienne de follicules est constituée avant la naissance et est composée de follicules primordiaux au repos. Durant la période fœtale, les ovocytes sont bloqués en phase diplotène de la prophase de la première méiose par les cellules folliculeuses de la granulosa. L'association de cellules folliculeuses et d'un ovocyte forme un follicule. À la naissance, on a en moyenne 700 000 follicules au total, soit environ 350 000 par ovaire. L'entrée en croissance des follicules se fait de la manière suivante. Le stock folliculaire est consommé en continu, de manière quotidienne, et n'est pas à confondre avec l'ovulation qui, elle, est cyclique. Ces follicules ont une destinée prévue, l'apoptose programmée ou encore atrésie, ce qui fait qu'à la puberté, on ne dispose d'environ que de 400 000 follicules. À la puberté, il y a un signal d'entrée en croissance ovocytaire, l'ovocyte donne le signal de maturation du follicule. À l'âge de 20 ans, on a entre 30 et 40 follicules qui entrent en croissance par jour. À 38 ans, on en a seulement entre 10 et 15 pour une ovulation par cycle. Ces vagues de croissance sont freinées par l'AMH, l'hormone antimullérienne,
sécrétée par les follicules préentraux et jeunes cavitaires en croissance, afin de ne pas consommer tout le stock d'un coup. L'entrée en croissance est une dynamique lente qui débute avant la naissance et qui s'accélère en préovulatoire immédiat. Au total, une femme ovulera en moyenne 400 fois dans sa vie, mais seulement un follicule sur 1000 ovulera. On a donc 99,9% des follicules qui s'atrésient. Le follicule primordial évolue en follicule primaire, puis secondaire ou préentral, antral ou cavitaire, et enfin en follicule mature de 2 graphes, le tout sur une période d'environ 5 mois. Il n'y a pas d'ovulation durant la grossesse, mais il y a quand même ces vagues de croissance et d'apoptose. La grossesse ne préserve pas la régression du stock folliculaire. Mais comment se fait la sélection du follicule ovulatoire? En fin de cycle, au début de la phase folliculaire, on a une élévation de la FSH due à la lyse du corps jaune. Parmi les petits follicules antraux en cours de croissance, l'un d'entre eux possède en premier plus de récepteurs à la FSH. La FSH stimule l'aromatase de ce follicule. Cette aromatase transforme les androgènes en œstrogènes et par rétrocontrôle, les œstrogènes freinent la sécrétion de FSH. Les autres follicules privés de FSH s'atrésient. Ainsi, nous avons la sécrétion du follicule qui va ovuler. Le pic d'œstrogène sécrété par le follicule préovulatoire induit un pic de LH. Ce pic de LH permet l'ovulation à proprement dite dans les 36 heures suivantes, ainsi que la poursuite de maturation de l'ovocyte. Le follicule préovulatoire gère également l'ouverture du col utérin, les sécrétions de la glaire ainsi que l'immunité locale. La glaire tendra à s'amincir pour faciliter le passage des spermatozoïdes vers les trompes, d'où la modification de l'immunité. Comme la glaire retiendra moins bien les microbes, on aura donc une synthèse accrue d'immunoglobulines. Le follicule préovulatoire gère aussi les sécrétions tubaires et l'endomètre afin de permettre la survie des spermatozoïdes dans la trompe pendant plusieurs jours. Après ce pic de LH, on a la maturation ovocytaire. Cette maturation débute tout d'abord au niveau du noyau par la reprise de la méiose 1 et qui s'arrête en métaphase de méiose 2. On a alors l'expulsion du premier globule polaire. Il s'agit d'un sac poubelle qui n'a a priori aucune fonction. Au niveau cytoplasmique, on a des synthèses enzymatiques avec la mise en place de transcrits de l'ARN messager, la polarisation de l'ovocyte en territoire présomptif, c'est-à-dire que telle partie de l'ovocyte donnera telle ébauche embryonnaire. On a également la mise en place de granules corticaux sous la membrane ovocytaire qui empêcheront la polyspermie. Pour résumer, à l'ovulation, l'ovocyte n'a pas terminé sa méiose, celle-ci se terminera lors de la fécondation par l'expulsion du second globule polaire. Il est fécondable, a mis en place des systèmes de prévention de polyspermie et peut permettre le développement embryonnaire précoce. On en vient à la fécondation à proprement dite. La rencontre des gamètes se fait dans le tiers externe de la trompe, au niveau de l'ampoule tubaire, dont la physiologie est gérée par les sécrétions hormonales folliculaires. Tout est mis en place pour maximiser les chances de rencontre des gamètes, la motilité et les sécrétions tubaires comme le pH environnemental. Après l'éjaculation, les spermatozoïdes colonisent le mucus cervical en quelques minutes, puis sont relargués par vagues à contre-courant du flux utérotubaire. Ainsi, on assure la présence continue de quelques centaines de spermatozoïdes capacités dans les voies tubaires au contact du complexe cumulo-ovocytaire. Il est important que le spermatozoïde ait une motilité propre, étant donné que l'ovocyte, lui, a une migration passive permise par la trompe. Petit focus sur la zone pellucide de l'ovocyte. La zone pellucide est une enveloppe glycoprotéique avec une composante mécanique sécrétée par l'ovocyte. Elle contient 4 principaux types de glycoprotéines sulfatées, ZP1, ZP2, ZP3 et ZP4. Cette enveloppe permet de limiter la fécondation à un seul spermatozoïde et évite également que l'embryon néoformé ne fasse sa nidation en dehors de la cavité utérine. Mais quelles sont les étapes de la fécondation? Les spermatozoïdes traversent le cumulus formé par les cellules folliculeuses pour atteindre la zone pellucide. On a d'abord un contact labile, réversible, entre la membrane cytoplasmique externe du spermatozoïde et la zone pellucide de l'ovocyte. Puis, on a la fixation primaire par un système ligand-récepteur entre la ZP3 de la zone pellucide et un récepteur présent sur la membrane cytoplasmique externe du spermatozoïde. C'est une fixation définitive, spécifique d'espèce, permise par les chaînes glycosaccharidiques. ZP4 aurait également un rôle dans cette interaction, mais il n'est pas bien défini. Cette fixation primaire déclenche la réaction acrosomique. On a une exocytose de la vésicule acrosomique qui entraîne la perte de la membrane plasmique externe du spermatozoïde et de la membrane acrosomique externe. Cela entraîne donc l'exposition de la membrane acrosomique interne. Puis, on a la fixation secondaire entre un récepteur de la membrane acrosomique interne et la ZP4 de la zone pellucide. La proacrosine de l'acrosome se transforme en acrosine, qui permet la traversée de la zone pellucide pour atteindre l'espace périvitélin, c'est-à-dire entre la membrane plasmique ovocytaire et la zone pellucide.
La traversée de la zone pellucide par le spermatozoïde nécessite un mouvement hyperactif du flagelle, un peu comme une perceuse qui tente de percer un mur. On se retrouve avec un spermatozoïde entier dans l'espace périvitélin. Enfin, on a la fusion gamétique. Elle se fait entre la membrane plasmique ovocytaire et la zone post-acrosomique de la membrane externe du spermatozoïde. Cette fusion se fait de manière tangentielle et non frontale. Après la fusion des membranes, on a l'immobilisation et l'internalisation complète du spermatozoïde. Les facteurs spermiologiques solubles sont responsables de la transduction et de flux calcique qui engendrent l'activation ovocytaire. Dans les 2 heures qui suivent la fusion, on a une exocytose massive de granules corticaux pour limiter la polyspermie, le masquage des sites de fixation de la zone pellucide et de la membrane plasmique ovocytaire. On a également la reprise de la 2e méiose avec expulsion du 2e globule polaire, la phagocytose du flagelle et de la pièce intermédiaire du spermatozoïde, ce qui explique pourquoi on ne retrouve pas de mitochondrie paternelle dans la descendance. Cette activation ovocytaire a des conséquences jusqu'à 6 à 7 heures plus tard, par la décondensation de la chromatine du noyau, nécessaire à la réplication de l'ADN afin de faire une mitose. On a la formation et la migration de 2 pronoyaux au centre de la cellule. On a donc abouti à un zygote, avec 2 pronoyaux en son centre. Puis, on a la formation du fuseau mitotique qui part du centriole du spermatozoïde afin de commencer la division cellulaire de l'embryon.